Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Alors, bonsoir, ou alors bonjour, ou bonne matinée pour Linda qui nous vient d'outre-Atlantique, parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme tout le monde, il faut toujours qu'ils soient différents. Et ben aujourd'hui, nous allons parler des personnalités multiples. C'est un sujet qui m'a été proposé par une auditrice. Je crois comprendre qu'en ce moment, on en parle pas mal. Quelqu'un qui a écrit un bouquin sur le sujet, ou je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi. Et c'est un fait que j'ai eu plusieurs questions sur les personnalités multiples, et qui en fin de compte ne s'appellent pas les personnalités multiples, ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité, parce qu'on dissocie différentes identités. Et en fin de compte, c'est aussi parce que quand on utilisait le terme trouble de la personnalité multiple, les gens comprenaient en gros trouble de la personnalité en un, que c'était un trouble de la personnalité qui était donc d'avoir multiples personnalités. Or, ça n'est pas un trouble de la personnalité. On peut parfaitement avoir un trouble de la personnalité et un TDI, c'est-à-dire un trouble dissociatif de l'identité en plus. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, pour faire un petit peu cette dissociation, en quelque sorte, on a changé le nom. Et c'est donc de ça dont je vais parler. Ça va être le TDI, pour ne pas dire à chaque fois trouble dissociatif de l'identité. Ce sera donc le TDI. La première des choses, la première des questions que l'on pose généralement, c'est mais c'est quelque chose de vrai ou c'est seulement du cinéma, quoi, c'est seulement des conneries. Non, c'est une condition réelle et qui est en fin de compte pas aussi rare qu'on pourrait l'imaginer. Elle n'est pas aussi fréquente que nous laissent croire les films, bien entendu, mais c'est pas non plus une condition extrêmement rare. J'ai eu plusieurs de mes patients qui ont souffert de ce problème. Donc, et c'est quelque chose qui est référencé dans le DSM, donc c'est quelque chose de tout à fait légitime et qui existe. Maintenant, le problème est que il y a eu des représentations sensationnelles par les médias et le fait qu'on connaisse très peu de choses, enfin très peu de choses sont devenues publiques sur ce sujet, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de mythes et d'idées fausses sur ce trouble ou sur cette maladie. Et c'est un petit peu ça que je vais tenter de remettre un petit peu en ordre aujourd'hui. Alors avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, et c'est surtout pour ceux qui vont regarder ma chaîne YouTube, parce que ceux qui sont ici avec moi ce soir, ils savent parfaitement qui je suis. Je me présente, je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental et hypnothérapeute. L'hypnothérapie est importante dans ce sujet car je l'ai utilisée, elle est utilisable justement pour les TDI. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur mes formations, mon parcours, et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi en ligne, il vous reste à aller sur mon site malka.fr. Là, il y a un point qui dit qui et où est Cyril Malka. Vous pourrez savoir tout ce que vous voulez sur mes formations et sur qui je suis, et vous pouvez donc prendre rendez-vous. On va commencer par quelques-uns des mythes dont on parle quand on parle des TDI. Donc le premier des mythes dont on parle, c'est que le TDI n'est pas réel. Ça, c'est donc faux. Le TDI est réel, c'est vraiment une condition qui existe. Maintenant, toutes les personnes qui se disent souffrir de TDI ne souffrent pas nécessairement de TDI. Il y a des personnes qui vont exploiter cette condition ou cette maladie pour se faire de l'argent, pour se rendre intéressant, pour autre chose. Cela existe tout comme vous allez avoir des personnes qui ont des troubles déficitaires de l'attention et d'autres qui vont prétendre en avoir parce qu'ils n'ont pas envie de se concentrer, par exemple. Donc dans tout trouble, on va avoir des personnes qui vont utiliser ce trouble alors qu'ils ne l'ont pas pour obtenir un certain gain ou quelque chose. Cela ne veut pas dire que la condition en elle-même n'existe pas.
beaucoup disent que le TDI est rare et beaucoup de gens simulent la condition. Donc pour ce qui est de simuler, ben oui, peut-être qu'il y a certaines ou peut-être beaucoup qui la simulent. Les chiffres que l'on a seraient de l'ordre de 1 à 1,5% de la population, mais c'est difficile à trouver. Des chiffres vraiment précis parce que beaucoup de personnes qui ont ces troubles ne vont pas chercher de psy ou alors ils consultent pour autre chose et dans ce cas-là, ils ne sont pas catégorisés comme TDI. On va voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de comorbidités avec les TDI, le TDI, ce qui fait que beaucoup de personnes vont être mises en traitement pour dépression et le TDI n'apparaîtra pas. Il y a aussi le fait qu'au moins une autre identité est violente, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, et que le TDI n'est qu'une forme grave de trouble de la personnalité limite ou borderline. Alors c'est un fait que beaucoup de psychiatres font l'erreur et ont fait l'erreur et vont catégoriser un TDI comme un borderline alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qui arrivent, des mauvais diagnostics. Cela ne veut pas dire que le TDI est un borderline. On parle de deux choses totalement différentes et on le verra d'ailleurs quand on entrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Et la condition ne peut pas être facilement diagnostiquée ou traitée, et ça c'est faux. Elle peut être diagnostiquée relativement facilement et elle peut être traitée. Pas toujours facilement, mais elle peut être traitée. Comme je vous l'ai d'ailleurs dit, j'en ai traité plusieurs, donc oui, à divers degrés. Ça peut prendre plus ou moins longtemps, on y reviendra, mais c'est parfaitement traitable. Alors, après, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et généralement, on va dire que on trouve que les troubles dissociatifs se développent généralement après un traumatisme. Alors, le traumatisme, c'est un traumatisme de courte ou de longue durée. Et ça va généralement impliquer le trouble va avoir des perturbations des différents processus qui sont liés à la mémoire, où on a des troubles de la mémoire, où on ne se souvient plus de certaines choses et on ne se souvient plus de ce qu'on a fait, par exemple, à l'identité en tant que personne et à la perception, les goûts que vous avez. Je vais entrer plus en détail là-dedans dans un instant, donc pas de souci. Il y a aussi une déconnexion émotionnelle de certaines personnes ou de certaines choses. Il va y avoir une espèce de détachement aussi du monde dans lequel on vit ou de certaines autres choses, et une déconnexion de la réalité et de l'environnement. Et en fin de compte, si vous y réfléchissez un petit peu, vous allez remarquer que presque tout le monde va se dissocier à l'occasion. Par exemple, lorsqu'on est en train de rêvasser ou lorsqu'on est en train de conduire et que vous êtes en train de penser à autre chose, eh ben, on a cette déconnexion émotionnelle, on a une déconnexion de la réalité, on peut des fois avoir une idée d'être ailleurs, de penser à autre chose. Enfin bref, on peut avoir ce genre de perturbation dans certains cas sans que ce soit quelque chose de problématique. C'est une façon de fonctionner qui est inhérente à l'être humain, à notre cerveau, à notre façon de fonctionner. Donc, en fin de compte, il n'y a rien de très, dirait-on, bizarre à ce que ce processus que l'on peut utiliser dans certains cas puisse se développer beaucoup plus comme un système de défense. Par exemple, lorsque beaucoup de femmes se font violer, l'une des choses que beaucoup d'entre elles disent, alors ça elles le disent aux psy, elles n'osent pas le dire généralement aux autres, c'est qu'en fin de compte, elles se dissocient au moment où ça arrive. Et c'est pour ça qu'elles font pas de résistance. C'est pas parce qu'elles sont d'accord, c'est pas parce qu'elles veulent bien, mais en fin de compte, elles se concentrent à se dissocier de l'expérience, un petit peu comme certaines personnes vous le diront, des militaires qui ont été sujets à la torture, par exemple, dans certains cas, eh ben, on fait une dissociation pour supporter la douleur, pour supporter un traumatisme quelconque. Donc, la dissociation n'a rien de spécialement fantastique ou incroyable ou surnaturel, en quelque sorte. C'est un phénomène très courant que l'on utilise un petit peu à toutes les sauces, à divers degrés, pour faciliter certaines choses, pour jouer quand on est enfant, pour se protéger à différents niveaux, à différentes profondeurs.
Les symptômes les plus courants, c'est que, alors, euh, c'est un petit peu comme dans tout diagnostic, il peut y avoir des cas de TDI où vous n'aurez pas tous ces symptômes, où vous en aurez quelques-uns, où il y en aura un et pas d'autres, etc., etc. Donc ce n'est pas une liste de symptômes que vous devez avoir ou que l'on doit avoir pour avoir un TDI. On peut parfaitement n'avoir qu'un ou deux de ces symptômes et c'est bon, on a quand même un TDI. Après, il se peut aussi qu'il y ait des symptômes que je n'ai pas nommés ici et qui peuvent parfaitement être une façon de vivre un TDI. Donc la première des choses, c'est que on va avoir une amnésie dissociative. Ce que l'on appelle une amnésie dissociative, c'est une difficulté à retrouver certaines informations personnelles ou certains faits sur votre vie. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, mais c'est marrant, dans la période de 4 à 5 ans, par exemple, ben, je me rappelle de rien, quoi, y a rien du tout. Et là, ça peut être parce qu'à cette époque, eh ben, la personne, même en tant qu'enfant, est passée à une autre, à jouer à être une autre personne pour supporter certaines choses, pour vivre certaines choses, pour survivre certaines choses. Donc, sans être quelque chose de fantastique ou d'incroyable, eh ben, ça peut être une période de sa vie où elle a fait une amnésie dissociative ben, à cause de certaines choses. Il peut y avoir ce qu'on appelle des états de fugue dissociatifs. Ça va être des expériences où la personne va voyager, ou va errer, ou va aller quelque part sans souvenir de ce qui s'est passé. Ça va être totalement... quelqu'un peut vous dire, bah tiens, je t'ai vu à Auchan tel et tel jour, mais j'étais pas à Auchan, moi je suis resté à la maison toute la journée et je ne sais pas ce que vous avez fait là. Ça peut être là, on est dans un état second. Il peut y avoir des espaces vides dans la mémoire. Ça veut dire que ça va être l'incapacité de se souvenir de certains événements importants, même que ce soit de l'enfance ou de la vie adulte ou de certaines périodes de votre vie. Tout simplement comme si, comme s'il y avait des blancs, en quelque sorte. Vous avez un film, et puis ben, dans ce film, il y a des endroits où il n'y a rien. Il peut y avoir des défaillances soudaines dans les souvenirs récents ou dans les compétences. Par exemple, incapable de vous souvenir de ce que vous avez fait hier, mais absolument incapable, pas un détail. Ou certaines compétences, écrire. Tout d'un coup, vous ne pouvez plus écrire certains mots, vous ne pouvez plus écrire du tout, vous ne savez plus comment préparer le café. Des compétences que vous aviez et qui vous étaient acquises, tout d'un coup, elles ont disparu. Un sentiment de dépersonnalisation, comme on le dit. Et ça, c'est un petit peu l'impression, par exemple, de sentir qu'on est à l'extérieur de soi-même. Certains vont dire, ben, c'est un petit peu comme sortir de son corps, comme se regarder de l'extérieur. Beaucoup de femmes qui ont subi des viols ont vécu ça. Dire, ben, c'est un petit peu comme si j'étais à l'extérieur de moi-même et je pouvais voir ce qui se passait. Euh, donc, vous avez aussi l'impression, vous pouvez avoir l'impression d'avoir des souvenirs un petit peu vagues, des expériences un petit peu oniriques, un petit peu comme si tout se passait en rêve ou dans un brouillard, pas très clair en fin de compte, difficile à expliquer. Ou alors vous avez l'impression que votre corps, vos pensées, vos sentiments, ça vous appartient pas, vous pouvez pas les contrôler. C'est un petit peu comme si quelqu'un d'autre contrôlait votre moi. Ou alors ça peut être des changements notables dans la parole, dans le comportement, dans les préférences personnelles, etc. Alors, ça dépend du degré. Là, quand je vous décris ça, je vous le décris avec des exemples frappants, pourra-t-on dire, au profond. Mais ça peut des fois être quelque chose de beaucoup plus léger. Il se peut que la personne ne reconnaisse pas vraiment ces signes et ne remarque pas vraiment l'existence de ces identités distinctes. Par exemple, il se peut que ce soit d'autres personnes qui vous disent, mais c'est marrant, pourquoi tu parles avec cet accent, par exemple? Ou tiens, c'est une nouvelle habitude que tu as, t'as pas cette habitude généralement. Donc ça peut être des petits comportements que d'autres vont trouver déroutants, ou ils vont dire, tiens, c'est marrant, que vous ne remarquez pas. Donc ce n'est pas toujours quelque chose d'extrêmement violent,
et c'est pas toujours quelque chose qui peut paraître, qui peut faire peur, pourra-t-on dire, ou qui peut impressionner, mais ça peut être des détails, des petites choses que d'autres vont remarquer et que vous ne remarquerez pas nécessairement. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous expliquer un petit peu ça plus en images. Mais par exemple, alors, la plupart de ces exemples, c'est des exemples qui m'ont été racontés. Mais par exemple, ça va être, vous êtes sur le canapé, vous vous détendez avec votre partenaire, et puis tout d'un coup, il vous dit, mais en fin de compte, c'est marrant parce que je savais pas que tu avais aussi peur des chiens que ça. Moi, je croyais que tu les aimais bien, les chiens. Ah oui, vous dites, bien sûr que je les aime bien, les chiens, pourquoi je les aimerais pas? Bah, quand on est sorti là aujourd'hui, j'ai quand même du mal à comprendre qu'on devait changer de trottoir et puis tourner au coin avant que tu arrêtes de trembler parce que tu avais vu ce chien, qui en plus avait l'air d'être super sympa, quoi. Donc là, vous êtes totalement abasourdi, vous dites, mais vous n'avez même pas de réponse prête parce que vous n'avez même pas peur des chiens, vous n'avez jamais eu peur des chiens, vous les aimez beaucoup. Et puis en plus, vous vous creusez la cervelle et vous vous dites, mais je me souviens même pas qu'on est sorti, quoi. Et ben là, ça va être des peurs, des phobies qui viennent, qui partent. Si vous avez des personnes qui vous expliquent ce genre de changement de comportement et que vous ne vous en souvenez pas, alors ça peut être un manipulateur qui est en train de vous mener en bateau, mais le plus probablement, ça peut parfaitement être justement un TDI. Vous pouvez aussi avoir des comportements, excusez-moi, inhabituels ou nouveaux. Et là, par exemple, et ça, c'est des situations qui arrivent régulièrement, ça va être quelque chose du genre, et tout d'un coup, vous remarquez que vous avez des vêtements que vous détestez absolument, euh, et vous vous dites, mais pourquoi j'ai ces fringues? Vous essayez de repenser au matin d'avant, en vous disant, mais pourquoi j'ai mis ces vêtements? Et puis vous trouvez que votre esprit est totalement vide, quoi. Vous avez absolument aucune idée de ce que vous avez fait toute la journée jusqu'à maintenant, en quelque sorte. C'est effacé, c'est pas là. Et puis là, vous remarquez que sur la table basse, il y a une bougie à la vanille. Et ça vous perturbe parce que vous vous dites, mais j'achète jamais de bougies, moi, et surtout pas des bougies parfumées, ça pue en plus. Et vous entendez de la musique classique qui joue de la radio alors que vous écoutez jamais de la musique classique. Et donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et on est totalement paumé. Ça, c'est également un signe de TDI. Vous pouvez aussi avoir l'impression de changer de préférence alimentaire. Alors ça, je sais pas moi, ça c'est aussi une situation qu'on m'a racontée. Vous êtes au resto avec votre partenaire, vous passez votre commande au serveur, et puis votre partenaire, il intervient et dit, ah oui, 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 mais pas de tomates, hein, surtout pas de tomates. Vous le regardez, vous lui dites, mais de quoi tu te mêles, quoi? J'aime bien les tomates, moi. Quoi, comment ça, tu aimes bien les tomates? Qui vous dit, mais écoute, l'autre soir, quand tu étais chez moi et qu'on a mangé, t'as passé la soirée à me dire que tu détestais les tomates, que tu voulais pas en entendre parler. Et d'ailleurs, c'est bizarre, je t'ai jamais entendu parler de tomates comme ça avant. On aurait presque dit que c'était un toi un peu plus jeune, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que tu n'aimais pas les tomates. Alors, vous essayez de vous souvenir de la soirée dont il parle. Vous pouvez vous souvenir, un vague souvenir de regarder un film sur le canapé, mais à part ça, pas de tomates et pas de discussion, quoi, pas de discussion sur les tomates. Donc ça, toutes ces espèces de cassures sont des indices qu'on est peut-être en présence d'un TDI. Et justement, le fait que vous ne vous souvenez pas, dans ce cas-là, du changement de personnalité et de ce qui s'est passé. Alors, les changements d'identité peuvent aussi être ce qu'on appelle des identités floues. Parce que des récits des personnes qui vivent donc ou qui ont des problèmes avec le TDI, alors j'en connais pas personnellement, moi j'ai toujours eu la chance d'avoir des patientes qui avaient des personnalités bien distinctes, mais vous allez avoir des personnes qui n'ont pas ce changement ou cette séparation d'identité totalement distincte, comme dans les cas que je viens de vous nommer, mais plutôt l'impression d'avoir une identité un petit peu floue ou plusieurs identités à la fois. C'est un petit peu comme si c'était mélangé, un petit peu comme si on n'entendait pas seulement sa voix interne, vous savez, quand on pense et puis on s'entend se parler à soi-même,
Mais on peut aussi entendre des voix de personnes qui ont des traits de personnalité différents, des sexes, des goûts, des dégoûts différents, des idées sur ce faut faire ou pas faire. Et ces voix, elles peuvent parler un petit peu toutes ensemble dans votre tête. Et vous avez un petit peu l'impression qu'elles essaient de prendre le contrôle. Et ça peut être très déroutant. Alors, ça peut être bien entendu signe d'une psychose, mais pas nécessairement. Et c'est là aussi où beaucoup font l'erreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on va pas avoir ces bouffées délirantes, par exemple, et on va pas avoir ces peurs nécessairement. C'est désagréable, mais c'est pas quelque chose qui vous fait peur. C'est pas enfin, autre qu'on se demande, mais est-ce que je suis en train de devenir fou ou folle? Mais à part ça, c'est pas quelque chose de menaçant, nécessairement. On peut ressentir que ça fait partie de nous-mêmes, mais un petit peu comme si on était plusieurs dans notre tête, quoi, en quelque sorte. Donc c'est pas la même chose que différentes psychoses. Mais vous pouvez parfaitement avoir cette idée d'identité un peu floue, pas très bien délimitée. Ça, la façon de travailler sera donc un petit peu différente, mais sans ça, c'est quasi la même chose. Alors, il peut y avoir d'autres signes qui peuvent suggérer que vous avez une présence d'identité alternative ou des alters, comme on les appelle, ou donc un trouble de TDI. Et ça peut être des choses un petit peu déroutantes du quotidien qui n'ont pas vraiment d'explication, comme vous continuez à trouver une paire de lunettes dans votre sac alors que vous ne portez pas de lunettes, ou vous avez votre coloc qui vous dit tiens, je t'ai entendu parler au téléphone hier. Ah là, je savais pas que tu parlais italien. J'ai reconnu quelques mots, mais qu'est-ce que tu parlais bien, dis donc. Parce que bon, bah, j'ai été en vacances en Italie, donc j'ai pu reconnaître, mais sans ça, c'est bien. Alors vous êtes totalement dérouté parce que la seule langue étrangère que vous parlez, c'est le verlan. Vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Alors vous dites, oui, bien sûr, merci. Totalement perdu. Ou alors un matin, vous ouvrez votre réfrigérateur, vous trouvez plein de trucs que vous ne vous souvenez pas avoir achetés, et en plus de ça, des choses que vous achetez pas habituellement, hein, des fruits, des légumes, des choses de bon goût. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a une femme qui habite chez moi, ou alors il y a un truc. Ça peut être un signe de TDI. Ou alors en sortant, vous remarquez que vos chaussures préférées sont boueuses alors qu'elles étaient parfaitement propres ce matin et que vous ne vous souvenez pas être sorti. Ou vous trouvez un morceau de papier. Alors ça, c'est un de mes clients qui l'avait eu. Un morceau de papier dans sa poche avec quelques notes qui étaient gribouillées dessus. Et il reconnaissait le bloc-notes, il reconnaissait le stylo, mais il ne reconnaissait pas l'écriture manuscrite et il ne se souvenait pas l'avoir écrit, il ne se souvenait pas comment elle était arrivée dans sa poche et il ne se souvenait pas de ce que ça voulait dire. Au début, il croyait à une mauvaise blague, ça l'était peut-être, mais ça l'était peut-être pas. Donc vous avez plein de ces petits signes qui peuvent vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et vous dire, bon, là, il y a peut-être il y a peut-être un truc à voir. Et donc c'est là où il serait bon, par exemple, de faire poser un diagnostic. Alors les diagnostics, il n'y a pas de test en tant que tel. Alors autant il y a des tests pour la concentration et d'autres choses, mais pour identifier les symptômes du TDI, il n'y en a pas. Il faut que ce soit un psy qui connaisse ces symptômes. Et ça peut être problématique en France car, comme je l'ai dit dans la présentation, comme je l'ai écrit dans la présentation, il y a plus de cas de TDI aux États-Unis qu'ailleurs, surtout qu'en France, et ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'il y a plus de cas, c'est tout simplement parce ils sont dépistés aux États-Unis. Il y a des études qui prouvent qu'on les trouve dans différents pays, à peu près au même nombre, mais qu'il faut que les psys de ce pays travaillent avec ce genre de choses, soient conscients qu'il y ait ce problème et pensent à ce diagnostic. Est-ce que ça peut arriver tardivement ou est-ce que c'est déjà présent dans l'enfance? Ça peut arriver tardivement et ça peut être présent dans l'enfance, les deux. C'est plus difficile à diagnostiquer dans l'enfance parce que, enfin je veux dire, vous allez avoir un enfant qui a un ami imaginaire ou qui se fait une petite vie imaginaire pendant quelque temps. On ne peut pas diagnostiquer un TDI. Donc généralement, on va plutôt attendre l'âge adulte pour le diagnostiquer, ou en tout cas la puberté.
mais ça peut être présent dans l'enfance. Mais parce que le truc, c'est que c'est un système de défense relativement enfantin, en quelque sorte. C'est relativement enfantin de se dire, bon, bah, maintenant je suis plus Cyril, je suis Zoro, et comme ça je peux surmonter ce truc-là. Donc, ça a une racine dans un système enfantin, et bien entendu, ça existe dans l'enfance, mais de là à le diagnostiquer, je trouve qu'il faut attendre, parce que autant ça peut être tout à fait normal dans l'enfance, et ça ne veut pas dire que la personne va utiliser ce principe plus tard en tant qu'adulte. Mais ça peut arriver tardivement, ça peut arriver pendant qu'on est en puberté et pendant qu'on est adulte, oui, tout à fait. Alors, avant de diagnostiquer le TDI, les professionnels qui ont connaissance de ce syndrome vont d'abord, on va exclure d'autres conditions médicales et de santé mentale. Ça va être consommation de substances différentes qui peuvent commencer à vous voir, vous faire voir des choses et entendre des choses, etc., etc. Les troubles épileptiques, bien entendu. Et puis, différentes psychoses, on va s'assurer qu'on ne parle pas de psychose. Et là où est le souci, ça va être que beaucoup en France vont, une fois que ces choses ont été enlevées de l'équation, vont donc diagnostiquer un borderline ou une schizophrénie. Et c'est donc pour ça qu'en France, on ne diagnostique pas vraiment ou que très peu les TDI, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas en ligne de compte, tout simplement. Alors le diagnostic, une fois que vous parlez au psy, donc ce qu'on va avoir, c'est s'il y a des changements ou de perturbations de l'identité ou du sens de soi, et il faut qu'il se soit marqué par au moins deux états de personnalité distincts. Il faut qu'il y ait au moins deux personnalités, sans ça, c'est pas un TDI. Il faut qu'il y ait des épisodes répétés d'amnésie, des grandes lacunes de mémoire, des difficultés à se souvenir de détails personnels, d'événements de la vie, ou d'effectuer certaines tâches spécifiques que l'on peut dans d'autres cas et que l'on ne peut pas dans certains autres cas. Et en gros, une détresse émotionnelle persistante qui est liée à ces symptômes. Donc, quand on fait le diagnostic, c'est les choses que l'on prend en ligne de compte et auxquelles on essaie de s'attacher pendant qu'on parle avec le patient et qu'on essaie de voir s'il y a donc ces troubles de mémoire, etc. Et bien entendu en faisant exclusion d'autres troubles. Ce qui peut poser problème, c'est que le TDI arrive rarement seul. C'est-à-dire qu'il va souvent, très souvent, y avoir d'autres problèmes qui vont y être liés, ce qu'on appelle en langage plus spécifique des comorbidités. Et la plupart du temps, et la plupart des personnes, mais pas toutes, hein, pas toutes, mais la plupart vont vivre avec d'autres problèmes qui vont être, par exemple, alors un ou plusieurs, hein, ça va être des problèmes d'anxiété, de dépression, et chose qui peut compliquer un petit peu les choses, il va y avoir des troubles liés à l'utilisation de substances, parce que, quand on va voir dans un instant, les causes principales du TDI sont justement une distanciation d'un traumatisme et l'utilisation de substances pour supporter certains de ces problèmes, bah justement peut compliquer les choses et vont faire qu'un psy risque de dire bon bah ok, là on a quelqu'un qui a un petit peu trop porté sur la fumette et qui nous fait une psychose du H et donc du coup bah, on n'en parle plus quoi. Il va y avoir le trouble de stress post-traumatique. Beaucoup de personnes qui ont le trouble de stress post-traumatique vont aussi avoir un TDI. Il peut y avoir des troubles obsessionnels compulsifs, des problèmes de sommeil ou des troubles du sommeil, des troubles autres différents de la personnalité, des troubles de l'alimentation, des pensées suicidaires et enfin une histoire ou une historique d'automutilation. Et ça, dira-t-on, le problème, c'est que l'on trouve le TDI chez les personnes qui ont vécu un ou plusieurs traumatismes. Et donc, le TDI ne sera qu'un des symptômes ou, en fin de compte, une façon de survivre ou de surmonter les autres symptômes. Et ça peut compliquer un petit peu, d'ailleurs, la tâche lorsque l'on passe au moment de la thérapie. Alors,
Maintenant, on va passer un petit peu aux mythes, aux exagérations dont j'ai déjà un petit peu parlé. On va revenir un peu dessus parce que ça revient régulièrement sur la table. Alors, il y a des représentations médiatiques populaires, par exemple comme le film comme Split, qui parle très bien du trouble, de ce trouble, du TDI, du trouble dissociatif de l'identité. Mais d'autres films sont beaucoup moins précis en quelque sorte. Ce que j'ai bien aimé dans Split, c'est qu'ils ont justement enlevé toute cette fioriture un petit peu film d'horreur du problème. Et en fait, que le psy, le thérapeute dans Split, indique justement clairement que le TDI est une condition réelle et qu'il faut travailler dessus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, un très bon film. Et donc, ce film, comme d'autres, il corrige certaines choses et donc ils indiquent justement les traumatismes. Autre film qui était très bien sur ce sujet, qui est des années 70, 78, 79, c'est le film Sibylle, qui est avec, je me souviens plus de son nom, mais qui est tiré du livre de Flora Reta Schreiber, du même nom, et qui parle justement de TDI. Très bien écrit. Le film suit très bien le livre, mais il y a moins de personnalité dans le film que dans le livre, c'est un petit peu normal. Mais il suit très bien le film. Ça, je pourrais vous le conseiller également. Mais bon, en règle générale, on va dire que toute presse n'est pas bonne presse, parce que des fois, ils en font un peu trop, bien entendu, parce qu'il faut impressionner les gens. Donc, dans les mythes courants, il va y avoir justement que le TDI, il va y avoir nécessairement une personnalité violente. C'est faux. Il n'y a pas nécessairement de personnalité violente. Dans les cas de TDI que j'ai traités, il n'y avait aucune personnalité violente. Ou que la personne devient violente, ou généralement quand elle prend ce genre de personnalité. Et c'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de films. Vous allez avoir cette split personnalité qui tout d'un coup va devenir très méchante, faire plein de trucs, et puis après va devenir l'inspecteur qui doit trouver la solution et qui doit trouver le meurtrier en quelque sorte. En plus des recherches de 2017 de Weberman et Brand, indique justement que les personnes qui sont atteintes de ce trouble ne sont pas plus susceptibles d'adopter un comportement violent ou illégal que les personnes qui ne vivent pas avec cette maladie. Euh, donc, en règle générale, les personnes qui souffrent de TDI, même si elles ne savent pas ce qu'elles ont fait le jour d'avant ou le matin d'avant ou il y a quelques heures, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement quelque chose d'illégal, de violent, d'incroyable, etc. Ça peut être quelque chose de tout à fait normal. Tout simplement, il y a eu une raison ou une autre qui peut être différente pour laquelle il y a eu un changement de personnalité. Il peut y avoir les pensées suicidaires et l'automutilation, par contre, vont être, alors c'est violent bien entendu, vont être quand même plus facile chez ce genre de personnes, mais encore une fois, c'est surtout lié aux traumatismes qui ont causé le TDI et qui donc causent l'automutilation et les pensées suicidaires. Ça n'est pas une descendance du TDI en lui-même. Ce n'est donc pas le TDI qui est la cause. Il y a aussi cette idée qu'on va nécessairement avoir des personnalités opposées. Ça aussi, c'est une connerie. C'est pas toujours un changement super drastique, c'est pas toujours un changement de personnalité. Encore une fois, ça peut être quelque chose que des personnalités très proches vont remarquer quelques subtilités, mais la plupart des autres ne remarqueront rien. Donc, tout le monde ne vit pas le TDI de la même manière. On ne peut pas, et c'est bien ce qui rend cette explication un petit peu difficile, c'est qu'on ne peut pas mettre tout ça dans des cases. Ça peut être à un degré plus ou moins profond. Autre chose, c'est donc que le TDI n'existe pas. Ça, je l'ai déjà dit au début, c'est pas vrai, il existe. Et qu'il est très rare, ben non, pas tout à fait.
Et puis donc vous avez le fait aussi, il y en a qui vont dire que c'est surnaturel, que c'est quelque chose, c'est le diable, etc. Et le TDI, c'est pas la même chose que la possession, c'est pas vrai. La possession, c'est quelque chose qui se produit dans un cadre de croyances spirituelles, culturelles, religieuses, et c'est ce qu'on appelle, ce qui est nommé d'ailleurs dans le DSM-5 comme identité sous forme de possession. Et ça, c'est quelque chose de très différent du TDI. Le TDI n'est pas nécessairement violent et n'est pas nécessairement spectaculaire. Alors là, peut-être que je casse les rêves de certains, mais c'est un fait. Alors, qu'est-ce qui cause ce trouble dissociatif de l'identité? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, mais en règle générale, en fin de compte, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est généralement une réponse à un traumatisme. Et le traumatisme, ça peut être un abus physique, un abus sexuel, un abus émotionnel, ça peut être une maltraitance, ça peut être de la négligence, ça peut être un traumatisme médical lors de l'enfance, ou une expérience hospitalière effrayante ou douloureuse. Rita, qui était la patiente dont j'ai parlé dans mon autre webinaire sur les troubles dissociatifs, l'un des déclencheurs était qu'elle avait été opérée des amygdales, je crois que c'était polype. Je ne suis pas trop sûr du mot en français, je le connais en danois. Et ça avait été fait à l'époque dans les années 50. Et ça avait été fait dans une grande salle toute carrelée. Elle était aveugle de naissance, donc elle avait du mal à s'orienter, elle ne savait pas ce qu'on allait lui faire. On l'a anesthésiée avec de l'éther, ça n'a pas été très bien fait, elle a eu un choc dû à l'éther. Et puis, si c'est le bon mot, ok, merci. Merci Nathalie. Et puis, en fin de compte, ils lui ont enlevé les amygdales comme ça, quoi. Et elle était très mal. Elle a ressenti les choses, elle entendait ce qui se passait, elle n'était pas bien anesthésiée, ça a été une expérience totalement traumatique. Et de cette expérience est sortie une personne qui était la personne qui était due à ce traumatisme. Donc les expériences médicales ont très souvent beaucoup plus à dire que l'on pourrait le croire. Même si aujourd'hui, on essaye quand même d'être relativement gentil, surtout envers les enfants dans le domaine hospitalier, ça peut être un traumatisme, ne serait-ce que être emmené dans un hôpital, en ambulance, il se passe plein de trucs. Et puis tout d'un coup, peut-être que les adultes, ils ont beaucoup de choses à faire avec d'autres personnes et on se sent perdu et on se dit mon Dieu, je vais mourir. Enfin bref, il peut se passer plein de trucs dans la tête d'un môme qui fait que cette expérience peut être extrêmement traumatique, même si elle ne l'est pas à la base. On ne sait jamais. Et puis, bien entendu, vous allez avoir les choses comme la guerre, le terrorisme, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles et d'autres raisons qui peuvent être extrêmement traumatiques. En plus de ça, vous allez avoir des facteurs aggravants, des facteurs qui peuvent aggraver la situation. Donc ça va être des troubles de santé mentale concomitants, comme ceux dont j'ai parlé auparavant, comme la dépression, etc. Vous pouvez avoir des maladies physiques graves qui peuvent empirer les choses. Vous pouvez avoir des abus répétés et continus, parce que c'est pas parce que vous commencez à dissocier que la personne qui abuse de vous va s'arrêter nécessairement. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle une retraumatisation, c'est-à-dire revivre le traumatisme. Alors, pas dans votre tête, mais le revivre pour de vrai, la chose se reproduit. Et enfin, un manque de traitement peut parfaitement faire que les choses vont finir par s'aggraver. Donc, en règle générale, ce serait une bonne idée si vous êtes dans ce cas, ce serait une bonne idée de contacter un psy avec qui vous pouvez travailler là-dessus, parce que le manque de traitement peut risquer de faire s'approfondir les états et en fin de compte vous faire perdre plus ou moins contact avec la réalité et vous pouvez finir par perdre votre couple, votre travail et arriver à des états un petit peu très, très graves. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? La seule solution qu'on connaît pour l'instant, c'est la psychothérapie. Alors là aussi, le fait de dire que le TDI c'est impossible à traiter, c'est un autre mythe, c'est totalement faux, ça se traite très bien.
Alors ça peut prendre plus ou moins longtemps. La patiente Rita dont je vous ai parlé, ça m'a pris 7 ans. On avait une séance par semaine les premières 5 années, et après ça a été tous les 15 jours, et puis après de moins en moins. Euh, mais dépendamment de la profondeur et la complexité de la chose, ça peut prendre plus ou moins longtemps. J'en ai eu qui ont pris que 2 ou 3 ans, voilà. Et puis, c'est important de prendre, enfin, de suivre le traitement en psychothérapie parce que ce qu'on fait généralement, c'est qu'en tant que thérapeute, on aide le client ou la patiente ou le patient à reprendre contrôle de sa vie et de son estime de soi et de cette façon à communiquer, à soutenir les identités afin de les rendre inutiles en quelque sorte, afin d'intégrer les qualités de cette identité dans l'identité première de la personne en quelque sorte. Et petit à petit, la personne apprend à gérer les différentes situations sans nécessairement être obligée de changer d'identité, quoi. Donc tout dépend de la rapidité, de la facilité avec laquelle le client travaille. Et, mais généralement, ça se traite très bien. Les médicaments, ça n'existe pas. Il n'y a pas de médicaments pour traiter le TDI. Alors, il peut y avoir des médicaments qui vont traiter les symptômes des comorbidités, comme la dépression, l'anxiété, etc. Et surtout si l'anxiété ou la dépression est à un tel niveau que ça peut être difficile de travailler en thérapie, si on ne les a pas, peut-être que certains vous demanderont d'entrer sous antidépresseurs ou anxiolytiques. En règle générale, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que vous êtes tellement, en fin de compte, affaibli, psychologiquement parlant, que c'est difficile de ramener les trucs et de travailler avec. On manque d'entrain, on manque d'énergie. Et moi, je trouve que dans la plupart des cas, ça complique un peu les choses. Mais si le client ressent que c'est nécessaire pour pouvoir travailler, pourquoi pas. Mais en règle générale, il n'y a pas de médicament contre le TDI, il y a seulement la thérapie, plus ou moins longtemps, avec un thérapeute. Voilà, c'était tout pour ce soir, c'était tout pour cette saison, en fin de compte. Nous sommes donc arrivés à la dernière, au dernier webinaire de la saison. Je le reprendrai au mois de septembre. Et donc, dans notre temps, je vous dis bonne soirée ou bonne journée pour ceux au Canada qui viennent de commencer leur dimanche. Pour nous, il se finit. C'était une très bonne journée. Donc, je peux vous dire déjà, d'ores et déjà, que vous allez avoir une bonne journée, Linda. Et puis, je vous retrouve à la rentrée prochaine au mois de septembre. Dans le cours de l'été, je vais faire des vidéos que je mettrai sur YouTube. J'enverrai des liens où vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous serez avisé, mais sans ça, j'enverrai les liens sur mes listes. Donc, de toute façon, vous ne serez pas sans quelques vidéos. Mais à part ça, je vous dis à la saison prochaine. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.